De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Nous sommes jeudi et le jeudi sur Canal 10, c'est Anthropologie. Et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusire Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir et bonsoir à tous les éditeurs de Canal 10. Voilà. Alors on est content de votre retour et vous êtes venu accompagner ce soir d'Abena, voilà, qui est étudiante à l'Institut Anija. Voilà. Bonsoir Abena. Bonsoir Harold. Alors tu pourras prendre la parole quand bon te semble. On va commencer effectivement avec Omotunde avec un petit tour d'actualité. J'aime bien faire ça avec le professeur. Alors avant d'en venir au Pan African Awards, puisqu'on est très fiers effectivement que vous ayez remporté ce prix, je voulais qu'on en vienne plutôt sur l'actualité sociale du moment. C'est extrêmement tendu en ce moment en Guadeloupe, la pression ne redescend pas. Comment vous le sentez-vous ? Alors il faut savoir qu'effectivement, on est dans une période très stratégique. Alors, il faut toujours prendre de la hauteur sur les choses, ne pas foncer tête baissée. Vous avez remarqué que lorsque vous allez prendre un escalator, la première marche pour vous, elle est très importante. Puisque vous savez que si vous ratez la première marche d'un escalator, qui doit vous faire monter, eh bien, vous risquez la chute. On est dans cette première marche. Vous savez, le mois de janvier, c'est un mois qui est dédié à une entité occidentale qui s'appelle Janus. Janus qui regarde le passé, qui regarde le futur. Le but du jeu, c'est de ramener les énergies problématiques de 2021 en 2022. Et aussi de créer un stress tellement fort, parce qu'il y a, il ne faut pas l'oublier, je le redis, la problématique de l'ère du Verseau, où les énergies montent, mais les énergies montent en activant ce qu'elle trouve, c'est-à-dire si elle trouve du chaos, eh bien la personne, son chaos deviendra de plus en plus important. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de prendre de la hauteur, de méditer, de revenir sur un certain nombre de choses, de manière à ne pas se laisser tanguer trop au point de se retrouver déstabilisé au niveau des émotions et au niveau de la conscience par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Parce que vous savez très bien que lorsque vous faites le repas, si vous augmentez la pression du feu, ça brûle. Et la pression du feu, elle augmente aujourd'hui. Donc il faut ventiler, il faut laisser passer, il faut se dégager. Parce que moi, je dirais, c'est très pertinent ce qui se passe lorsqu'on veut empêcher aux gens de se connecter à une énergie qui est l'abondance pour tous. Il ne faut pas oublier que l'ère des poissons, c'est l'ère de la cupidité pour certains, donc le petit groupe, qui veut continuer à garder son emprise sur la masse, puisque c'est comme ça qu'ils se sont constitués leur richesse, avec une domination qui est naturellement musclée, armée, arbitraire, dans des choses qui sont même totalement incohérentes. La situation, on voit bien qu'il y a eu du bluff. Un Omicron qui était plus un pétard mouillé que quelque chose de vraiment sérieux. Moi, je l'ai vu dès le début au niveau de l'Afrique du Sud, puisque le ministre de la Santé a parlé. Il a dit, écoutez, cette affaire, les résultats, c'est... On a beaucoup fait de la surestimation des réalités. En fait, on s'aperçoit que c'est un pétard mouillé. La tension remonte. Et moi, je suis pour que finalement tout le monde l'attrape. C'est comme une grippe, là, maintenant. C'est beaucoup moins incisif qu'avant, et au moins on aura l'immunité collective. La chose qui se passe, c'est que, alors qu'on a la même dynamique qui se passe partout à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de marchands de mauvaises aventures, c'est-à-dire que vraiment, parce que ça fait de l'argent, et puis la peur, ça facilite la manipulation des consciences des masses. Et puis comme on voit, vous savez, le gars est tout seul, on se disait ça avec Abena tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui est tout seul dans les bois, il porte un masque. C'est-à-dire, je lui dis, mais attends, mais comment on a pu lobotomiser le cerveau de quelqu'un ? Tu es dans l'eau, tu es à la plage, dans l'eau, tu portes un masque. Non, mais attends, faut se fixer. On arrive vraiment à des aberrations. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes, mais ça montre aussi qu'il y a une fragilité de l'humain. Il faut quand même se le dire, il y a une fragilité de l'humain parce que quand on ne lui a pas donné l'opportunité de donner du sens à son existence, il est à la recherche d'une colonne vertébrale et tout ce qu'on pourra lui servir comme idée, lui permettra au moins de tenir debout, mais dans quelles conditions ? Donc c'est ça qui est aussi problématique. Maintenant, c'est vrai que la réalité, elle devient quand même assez coriace. C'est-à-dire qu'il y a une obligation vaccinale, une obligation passe sanitaire et tout ce que vous voulez, qui vient se positionner à un moment où la tension sur le plan de la santé décroît. C'est-à-dire on voit partout les indices, moi je regarde les indices auprès des organismes internationaux, partout. Et l'autre paradoxe, il faut quand même se le dire franchement, puisque les indices sont là pour le montrer, c'est qu'il y a un pic de personnes
qui se retrouvent atteintes de la maladie, mais il y a un pic aussi de personnes en situation sévère qui sont, il faut quand même se le dire à un moment, liées à la vaccination. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, d'ailleurs, vous savez, c'est un truc c'est du grand n'importe quoi. Imaginez-vous que je vous vends un extincteur et je vous dis, voilà, s'il y a le feu, il suffira de prendre l'extincteur pour éteindre le feu. Et il y a le feu, vous prenez l'extincteur et vous voyez que ça n'éteint pas le feu. Mais vous allez voir, je sais pas moi, 60 millions de consommateurs, la répression des fautes pour vous dire que, voilà, il m'a vendu un extincteur. Quand je suis venu, c'était de l'eau qui avait... Enfin, ça marchait pas. Voilà, il n'y avait pas de gaz carbonique. Voilà. On se retrouve dans cette situation. Et vous avez des gens qui n'ont pas fait maternelle sup, c'est-à-dire que voilà, qui ont quand même fait de grandes études et qui viennent vous dire oui, mais quand même, c'est important d'acheter l'extincteur. Attends, toi-même, tu vois, comme pour toi, quand ta maison brûle, l'extincteur ne permet pas d'éteindre le feu. Et il te dit, oui, mais ça empêche quand même le feu de... Non, si tu achètes un extincteur, c'est pour pouvoir éteindre le feu. La propagation à d'autres maisons. Non, il faut être sérieux. D'accord ? Il faut être sérieux. Quand tu achètes un extincteur, c'est parce que quand tu le prends, tu veux être sûr que, quitte à prendre du temps avant d'acheter ton extincteur, mais tu veux être sûr que quand tu l'as sorti, tu éteins le feu. Il n'y a pas des histoires de tu vas éteindre les petites flammes et les moyennes flammes vont continuer. Non, il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut être quand même un peu sérieux parce que je ne sais pas quels sont les intérêts que les gens peuvent avoir dans cette organisation de l'escroquerie intellectuelle à grande échelle. Mais à un moment, quand même, il ne faut pas prendre tout le monde pour des Mais c'est quand même fou que même devant les faits, on ait un gouvernement en France, notamment, qui soit aussi rigide. Quand on voit que ses voisins européens, donc l'Angleterre et la restrictions, l'Espagne aussi... Je vais dire quand même une chose, c'est-à-dire que tout cela sont des indicateurs et des marqueurs. Vous voyez, des fois, il y a des tensions comme ça permet de voir les choses. C'est-à-dire où on est le système de solidarité, parce qu'on sait que être ensemble, être peuple, c'est pas le dire en bouche, c'est aussi avoir des systèmes de solidarité, se soutenir les uns les autres et faire en sorte qu'il y ait des alternatives quand la pression devient trop sérieuse. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve dommageable dans cette affaire, c'est que c'est beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations problématiques. On sait que le milieu médical, c'est surtout des femmes. Beaucoup de femmes sont dans des situations familiales monoparentales avec des responsabilités vis-à-vis des enfants. C'est vrai. Et que, je trouve un petit peu tendancieux de créer comme ça sur un échantillon relativement vaste un tel niveau d'angoisse et de pression. Parce qu'on sait très bien que même fête de fin d'année, quelles étaient vraiment les personnes qui avaient envie de fêter quelque chose, puisqu'elles savaient qu'en janvier, la problématique allait recommencer. Les fêtes étaient moroses, les soldes ne décollent pas. Donc, voilà. Mais c'est-à-dire, c'est toute l'économie qui va en pâtir. Mais la chose, c'est que lorsqu'il y a une campagne politique, vous avez des gens qui viennent vous dire que oui, il faut voter vos représentants. Bon, donc ça veut dire qu'on a des gens pour nous représenter dans toutes les situations. Bon, on voit que c'est des situations à géométrie variable. Quand il y a à gagner, on nous représente. Quand il y a, voilà, c'est de la géométrie variable. C'est comme un berceau à roulette. Tu fais rouler par là, tu fais rouler par là. Donc, résultat, c'est que tout cela crée des situations qui sont intéressantes au niveau de l'histoire. Ce sont des marqueurs parce que ça permet de voir clairement maintenant où se situe la situation et qui est contre qui et comment les choses fonctionnent. Maintenant, après, je dirais, il faut quand même trouver un moyen de détendre la situation sans pour autant qu'il y ait de l'obligation de faire ce que les gens n'ont pas envie de faire. Voilà, c'est tout. Mais ils n'ont pas l'air de même arriver à envisager une autre solution. Dès qu'on discute avec eux... De toute façon, cette affaire-là sera terminée pour bientôt. Puisque, à moins d'aller inventer un nouveau variant dans je ne sais pas quel coin, parce qu'on va te dire oui, mais on n'a pas entendu parler du variant de la désirade. Bon, on peut inventer des trucs. C'est le B2, je crois. Voilà. Le B2. Mais en attendant, toujours est-il que là, on est plus dans un retour à la situation normale, ce que disent même les spécialistes mondiaux. Oui. C'est-à-dire que là, progressivement, la chose se maîtrise. Pourquoi on ne prend pas ce bon vent pour ramener de l'espoir, ramener de la positivité et au contraire, on préfère jouer... Rester dans la terreur, dans la peur. Voilà. On nous parle de 400 000 cas, 500 000 cas aller par vacciner jour. des gamins, des choses comme ça, alors qu'on voit bien que des pays comme Israël et autres ont fait machine arrière sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est important de le signaler. Mais je dirais,
c'est surtout l'enjeu de ça, c'est surtout garder sa positivité. Parce que on voit à Bénin, hein, lorsque les gens commencent à flancher mentalement, c'est tout le système énergétique de la personne. Oui, mais c'est tout son système énergétique qui flanche. Des fois, c'est pour ça que les gens viennent parler avec nous. Hein, parce que Abena aussi a l'occasion de recevoir les gens, de parler avec eux. Ce sont surtout des femmes. Ce sont surtout des femmes. Et puis, on voit bien l'angoisse qui naît du fait de l'incompréhension. Il n'y a pas de logique dans ce qui se passe. Et les gens n'arrivent pas à mettre une vérité, quelque chose de simple, de clair, comme l'eau de roche, que oui, c'est ça. On est là, on arrive là, on fait ça. Non, rien n'est compréhensible dans ce qui se passe là maintenant. Et les gens sont complètement perdus. Donc ça entretient un peu ce climat qui est délétère pour chacun en fait. Oui, et puis bon, moi j'ai trouvé qu'il fallait ramener de la positivité aussi. C'est vrai qu'on a fait une grosse opération en amenant vraiment des... Vous avez fait une collecte justement de denrées pour les personnels du CHU. Une énorme collecte. Alors là, la totale, plus d'une centaine, près de 200 sacs de denrées, de manière à faire en sorte qu'elles tiennent le coup et qu'elle puisse vraiment se dire, bon voilà, il y a quand même vous savez, le sentiment d'être aimé, d'être compris, c'est important dans la situation dans laquelle on est. Moi, ce que je dirais, voilà mon point de vue personnel. Vous savez, on a vécu une période, c'était la liberté d'expression. D'accord ? Et ce qui s'est passé dans le siège du journal, où les gens sont venus, ils ont tiré sur les gens et compagnie, bon... ça a vraiment lancé la discussion sur la liberté d'expression et d'opinion, même si c'était un peu à géométrie variable chaque fois qu'on utilisait un dieu et qu'on rajoutait données derrière. Bon, mais toujours est-il que la chose, c'est qu'au moins, on s'est dit, même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais je dois me battre pour que tu puisses quand même exprimer tes idées, ton point de vue et tes opinions. C'était le consensus. On l'a vu, beaucoup de grands pontifes médiatiques sont intervenus dans ce sens-là. Bon. Maintenant, l'enjeu, c'est le comportement de ceux qui ne défendent plus les principes immuables. C'est-à-dire que la liberté d'opinion et la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est le fondement du système dans lequel on vit. Et que la chose, c'est qu'on ne demande pas aux gens ni d'être d'accord ni d'être pas d'accord. On leur demande déjà, fondamentalement, tout le monde doit être dans la démarche de la défense de cette liberté d'opinion et de cette liberté d'expression. Parce qu'on voit que tout le monde a envie de jouer en fait aux jeux vidéo où on vient dans la rue avec son fusil, on descend tout le monde verbalement en disant oui, c'est à cause de vous, à cause de vous. Je tiens quand même à rappeler que même si on a un président qui est lunatique, parce qu'il lui arrive aussi d'oublier le principe, parce que c'est lui qui fait les discours de liberté d'expression, liberté de trucs. Non, mais il dit tout et son contraire. C'est tout et son contraire. Ça fait des années, il faut quand même être garant de cela. Vous voyez, moi, c'est une pétition de principe. Parce que, vous savez, c'est dans les points de vue divergents qu'il y a débat. Donc, comme nous sommes des hommes de débat, on n'est pas contre le fait d'avoir un point de vue différent. Mais il faut qu'on ait un terrain, je dirais, sur lequel il n'y a pas de discussion. C'est la notion de liberté. On ne peut pas venir contraindre les gens alors que le fondement a toujours été la liberté, d'expression et autres. Et je dirais qu'on a vu suffisamment de choses qui se sont passées sur ce territoire-là, sur le plan de l'Hexagone, les problèmes que ça a créés, puisqu'il y a eu beaucoup de faits divers qui ont pris des proportions extraordinaires, et tout le monde est revenu là-dessus. Donc il faut quand même ne pas oublier que c'est le consensus donc collectif sur lequel on doit tous être d'accord. Il n'y a pas de discussion à avoir sur ce terrain-là. Non, après, on respecte les opinions de chacun. Et ils vous diront que le consensus doit s'obtenir pour la majorité. Une fois que la majorité est d'accord, non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Si un vacciné dit qu'à cause d'un non-vacciné, il peut tomber malade, il faut qu'il aille voir le gars qui a fait le vaccin. Et ça va plus loin. Non, parce que le vacciné prend sa place, la place de quelqu'un à l'hôpital. Attendez, je vais vous dire une chose. Non, parce que là, il faut arrêter de raconter des bêtises. Ah, c'est eux. Lorsqu'un médecin est médecin, il a passé un serment. D'accord ? Alors, soit il passe un autre serment et il rentre dans une autre équipe de football.
je ne sais pas comment on va l'appeler, des intermittents de la médecine, enfin je ne sais pas, mais toujours est-il, dans l'équipe de football de l'ordre des médecins, il y a un serment, d'accord, qui vient de l'Égypte d'ailleurs. On a eu déjà l'occasion d'en parler. On en a parlé. Bon. Donc, à partir du moment où il a, on dit prêter serment. Est-ce que c'est le bon mot d'ailleurs? Il a prêté, bon, il a repris. Il a prêté, il a repris, bon, c'est pas bien. Mais toujours est-il que cela fait qu'il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. D'accord? Ce qu'on voit sur le plan médiatique, c'est du grand n'importe quoi. Parce que oui, la personne peut exprimer une idée, ce qui est logique. Mais après, est-ce que cette idée est conforme à l'éthique du droit? Parce que le droit, c'est le texte et la morale. Et là, on est en train d'enfreindre. On a un petit peu zappé la morale. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train d'enfreindre les deux. Alors, est-ce qu'il y a des intérêts, je ne sais pas moi, une machine à sous qui fonctionne? Il y a de quoi se poser des questions, puisqu'on voit que des gens qui étaient très durs sur la notion de liberté d'expression sont plutôt fluctuants aujourd'hui sur la notion de liberté d'opinion, alors qu'ils ont toujours considéré que c'était la même chose. Donc, moi, je redis une chose qui est très simple, d'accord ? Si on considère que le vaccin fonctionne, pourquoi on a limité les jauges des matchs de football à 5000 personnes? Il suffisait de dire qu'il n'y a que les vaccinés 2 doses qui vont voir au match de football, les autres non vaccinés regardent à la télévision. Mais vous n'empêchez pas au club de football, donc match. Maintenant, si vous avez cette démarche-là, qui consiste à pénaliser le vacciné comme le non vacciné, c'est que vous savez que le gars qui vous a vendu le vaccin, c'est farce et attrape. D'accord? C'est comme les fêtes de fin d'année, parce qu'à 2 jours, dire à des restaurateurs qui ne passeront pas les fêtes, quand vous avez déjà acheté les aliments, acheté la matière première, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est qu'un nouvel an dans un restaurant, mais c'est festif. Quand il achète des kilos et des kilos. Et tout ça lui retombe dessus, alors qu'il a déjà encaissé les réservations, puisque ce n'est pas à la dernière minute. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire plaisir à un ami, d'arriver dans son restaurant à la dernière minute. Il m'a dit, mais non, mon cher ami, il fallait réserver 15 jours Clairement, avant. pour le 31, non. Mais oui, clairement, donc clairement. à partir de ce moment-là, ça fait qu'il suffit de dire que seuls les vaccinés peuvent aller passer le nouvel an dans les restaurants. Mais on a fermé le restaurant. Ça veut dire que même celui qui prend la décision n'est pas certain de l'efficacité vraiment du vaccin. Mais on imagine, Donc, de toute façon, alors, les résultats, ils les ont depuis... Comment? Parce que là, on fait de la diversion. C'est-à-dire qu'on fait de la diversion parce que le problème fondamental, c'est depuis quand tu achètes un extincteur pour éteindre le feu, et quand il y a le feu, tu prends l'extincteur parce que tu fais confiance à l'extincteur. Tu dis, bon, je l'ai acheté, j'ai lu la notice, tout ça. Bon, maintenant, je regarde comment ça fonctionne. Boum! Et ça te fait puf. C'est ça le problème de fond. C'est pas de venir dire oui, moi je l'ai acheté, le voisin ne l'a pas acheté. Non, attends. La chose, c'est que tu es censé avoir un extincteur qui éteint le feu. Est-ce que ça éteint le feu, oui ou non? Manifestement, non. Donc arrête de voir chez le voisin. Ouais, on leur a dit, mais ça éteint les flamichettes. Non, attendez. C'est-à-dire que là, c'est pas un problème avec le voisin. Je veux bien que on est d'accord, mais ils ont... Non, les médias essayent de prendre... je veux dire, on joue au football aussi. C'est la feinte, le contre-pied. Mais la chose, c'est que quand on a l'esprit d'un défenseur, on ne rentre pas dans toutes les feintes. Cette feinte-là, je ne la prends pas. Parce que j'estime qu'il y a... Vous savez, moi, j'ai travaillé avec 60 millions de consommateurs. Et avec l'autre publication et d'autres organismes. Lorsque vous avez acheté quelque chose qui rentre dans un cadre strict et que la chose ne fonctionne pas à grande échelle, c'est-à-dire qu'on voit qu'un échantillon, 2 échantillons, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits ne remplissent pas la promesse qui a été faite par le fabricant. Parce que je tiens quand même à rappeler que si le fabricant avait dit que l'extincteur ne fonctionne pas, ben on lui aurait laissé ses extincteurs sur les bras. Au départ, il a dit ça fonctionne. Très clairement. Bon, alors qu'on ne vient pas sortir des dossiers liés à un problème qui est un problème 60 millions de consommateurs. C'est-à-dire, tu as acheté un truc, la promesse qu'on t'a faite n'est pas tenue par le produit que tu as acheté, va voir 60 millions, plains-toi, mais va pas voir celui qui ne l'a pas acheté. Il y a un problème, tout le monde devient fou, quoi. Ou bien celui qui t'a conseillé de l'acheter. Non, parce que dans ce cas-là... Revendeur. Oui, parce que dans ce cas-là, je dirais, c'est du tout et du n'importe quoi, et on perd la logique même de l'essence des choses. Parce qu'on ouvre une faille dans tout ce qui est de l'ordre de l'incompréhensible et de la morale. Comment on va faire pour la fermer devant les jeunes générations qui voient les adultes discuter sur des choses qui n'ont ni queue ni tête? Clairement. C'est de cela dont il s'agit. Et ils ont payé un lourd tribut, puisqu'ils ont
ils ont été aussi victimes des décisions et de cette gestion de crise. Très lourd tribut. Alors qu'ils n'étaient pas touchés. Moi, je vous dis, par exemple, quand on dit oui, il faut aller vacciner l'Afrique, mais vous savez... Mais ça fait un moment, depuis l'année dernière, ils veulent vacciner l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas accepté. Mais c'est-à-dire que l'incidence, c'est pas un problème africain. Il y a des choses peut-être plus sérieuses à régler en Afrique. Le problème mais le palu, déjà, ça fait plus de morts que déjà, le Mali, laisser le Mali profiter de ses 50 000 tonnes d'or. Puisque manifestement, on parle d'un pays pauvre alors que c'est un pays très riche. Donc c'est ça qui est le paradoxe aussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où il y a les enjeux de ce fameux développement de l'Afrique qui va permettre d'avoir des infrastructures qui permettra de subvenir déjà. Je tiens quand même à rappeler que beaucoup de pays, il n'y a pas si longtemps, quand le président a fait campagne, c'était pour dire, comme le Brésil, que les Brésiliens puissent manger 3 fois par jour. En Inde, que les Indiens puissent tous avoir des cabinets toilettes. C'est-à-dire que les Occidentaux, ils regardent le monde, mais avec une espèce de déformation, parce qu'ils ne se rendent pas compte que le niveau d'infrastructure en Occident n'est pas encore atteint dans beaucoup de pays à travers le monde. Et que ces gens ont plus de problèmes à ce niveau-là que des histoires de virus. Ils ont de plus gros problèmes. Il y a quand même On a accès à l'eau potable, famine. Oui, parce que heureusement, l'incidence de virus est relativement faible. Ça implique beaucoup de personnes qui sont dans les milieux du voyage, mais c'est des milieux d'affaires, des milieux du tourisme. La population, elle est pas touchée du tout. Moi, j'ai vu en Afrique, personne ne connaît vraiment quelqu'un qui est malade, à part des gens qui sont dans des milieux d'affaires où on voyage beaucoup. Donc à partir de là, les gens ont d'autres problématiques. Mais si l'Afrique était malade, de toute façon, on aurait eu des focus, on aurait des émissions sur les émissions européennes pour nous dire « Ah, regardez, les Africains meurent du Covid, il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner ». Ça aurait fait partie de la campagne. Je dirais que pour avoir eu l'occasion de discuter de l'intérieur de cette affaire-là, je peux vous dire que personne n'est vraiment ému, tout le monde cherche à faire de l'argent. Parce que la FAO, tout ça, je suis revenu de ces organismes-là. Moi, j'ai vu les choses de l'intérieur. À partir de là, voilà. Oui, question de gros sous toujours. Alors, justement, vous parliez du Mali. Est-ce qu'on peut dire que le Mali est susceptible de sonner le glas de l'influence française en Afrique ? C'est-à-dire qu'il se passe un certain nombre de choses. D'accord ? Le premier constat qu'on peut dresser, c'est que la France n'a pas la science des relations. C'est-à-dire que la science des relations avec l'extérieur, la France ne l'a pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, la masse française ne se rend pas compte que son élite est en train de l'emmener droit dans le mur. Donc ça c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne cette réalité, de toute façon, l'Afrique s'en sortira. Parce que, je dirais, la roue d'une bicyclette, la pédale, elle fait ça. Donc, de toute façon, l'Afrique, elle s'en sortira. Mais on voit que la tension, elle devient de plus en plus forte. Parce qu'il y a une coalition, maintenant, de toutes les classes sociales autour de l'enjeu de désimbriquer le pays dans certains carcans qui l'empêchent de poser les bases de son vrai développement, y compris les problématiques politiques, les relations à l'Union africaine, les CEDEAO, toutes ces choses-là. Ça. Maintenant, le public est informé, comprend, et il répond. C'est-à-dire qu'il répond massivement en descendant dans la rue, en manifestant son opinion. Voilà, il n'en est pas question. Maintenant, avant, où on avait des coups d'État où le peuple restait dans la maison et regardait les putschistes de loin, ça ne fonctionne plus du tout pareil. Parce que les putschistes, ils disent, mais attendez, vous voyez bien que ça ne va pas, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et là, pour une fois, le peuple a accès aux gouvernants, peut parler avec eux, discute avec eux, échange avec eux, les villageois et compagnie. Ça crée une dynamique nouvelle. Donc tout ça crée, je dirais, une espèce de tsunami. Et vous savez qu'un verre d'eau, vous pouvez l'arrêter, mais le tsunami, on ne peut pas l'arrêter. Et ce qui attend la France, c'est un tsunami. C'est-à-dire que... Parce que tout le monde rigole quand c'est un verre d'eau, 2 verres d'eau. Mais là, on n'est plus au verre d'eau, là, maintenant. Clairement. Là, c'est le tsunami qui est en train d'arriver, massif. Et un tsunami, vous savez que ça part d'un endroit, au fur et à mesure que ça avance, la vague, elle est de plus en plus haute. Elle monte. Et elle va bien franchir la Méditerranée pour se déverser en Europe. Donc, pour moi, surtout avec l'ère du Verseau, les schémas, c'est cuit. C'est-à-dire qu'on discute de choses qui sont vraiment en train de... Il n'y a plus de carburant pour ce genre de relation. Il n'y a plus de carburant. C'est mort, c'est fini. Bon.
Maintenant, l'enjeu, c'est de créer le monde de demain. Et c'est là où il faut quand même des hommes et des femmes de bonne volonté pour créer le monde de demain. Puisque vous savez, le monde, c'est aussi des échanges. Mais ce sont des échanges gagnant-gagnant. On ne peut pas toujours être gagnant-perdant. Il faut quand même être un peu sérieux. Vous voyez, il faut être aussi dans la logique du gagnant-gagnant. Et c'est vrai que moi, il y a une chose que j'ai rarement vue dans les grands débats, d'une façon générale, non pas à la télévision, mais en étant présent, dans les ministères et autres, même en Europe, c'est le fait qu'on sous-tend dans l'imaginaire occidental qu'en dehors d'une relation coloniale, de prédation, néocoloniale, voilà, de prédation vis-à-vis de l'Afrique, il n'y a pas d'autre type de relation possible pour que l'Européen puisse vivre bien dans son yacht, faire son... Vous voyez, aller assister à son petit match de football en mangeant des frites Maiken. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a vendu un mirage aux gens et que les gens ne sont plus lucides. Parce que comment voulez-vous que les pays les plus riches au monde, qui sont, je dirais, c'est la richesse du sous-sol. Quand c'est une richesse du sous-sol, ça appartient à tout le monde. À tout le monde. Comment voulez-vous que les gens acceptent d'être privés de la jouissance de ce que Dieu leur a donné? C'est pas possible. En tout cas, ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Ça peut pas durer indéfiniment, et c'est pour ça que je dis attention. Aujourd'hui, la bataille, elle est énergétique. C'est-à-dire, ça sert à rien de s'enflammer, ça sert à rien de s'énerver, de s'exciter. C'est de toute façon, on a déjà gagné. Maintenant, il faut garder les énergies positives. Parce que le tsunami, il faut que ça soit un tsunami d'énergie positive. Vous voyez, comme on dit toujours, et c'est ce que j'adore avec l'Afrique, c'est le fait de dire qu'on ne réclame pas ce que l'autre a chez lui. On demande juste la jouissance de ce que Dieu a donné aux Africains. Ni plus ni moins. Bon, c'est pas de notre faute s'il a donné 99% de tout, mais il faut qu'on ait quand même la possibilité... mais l'Africain est disposé à partager. En tout cas, quand vous à prenez partager. les textes sacrés africains, quand vous demandez à Dieu, mais pourquoi tu as donné autant de richesses aux Noirs africains, il répond, c'est le seul de mes enfants qui s'est partagé avec un étranger. Bon, moi, vous savez, quand on a vu le monde, comment il était, on a le cœur à sur la la rencontre main. des choses, on sait qu'on connaît la valeur de ça. Peut-être qu'on l'a même trop fait, et c'est pour ça qu'on a eu aussi, je dirais, des retours de bâton assez féroces dans l'histoire. Mais il faut être en alerte pour ne pas revivre ces mêmes événements historiques. On est d'accord, puisque même en termes de connaissances, on le répète à chaque fois dans le jeudi anthropologie, que c'est l'Afrique qui a civilisé l'Europe, donc ils n'étaient pas avares même sur leurs connaissances qu'ils distillaient. C'est-à-dire que même aujourd'hui, même les espèces d'arguments sont plus des arguments cyniques que des arguments scientifiques. Parce que la chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des fouilles archéologiques, vous avez des documents, une expertise tellement forte. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, et je remercie cette personne qui a fait état, le crâne Homo 1 et Homo 2, qui avait été trouvé par le professeur Leakey, a été encore redaté avec une autre méthode, puisqu'on a vu qu'il y avait des cendres de volcans qui s'étaient posées sur les crânes. Donc la datation est remontée à pratiquement 230 000. Et quand on voit qu'on a des éléments qui nous montrent la présence humaine en Afrique à pratiquement 350 000 ans, on se dit, mais les gens ne se rendent pas compte ce que c'est que 350 000 ans d'avance sur les autres variétés humaines. Clairement. C'est colossal. Clairement. Donc on en a déjà fait des choses, on a déjà connu. C'est comme ça, la pédale, quand elle descend, il faut bien accepter qu'elle descende de manière à faire en sorte qu'elle remonte. Elle remonte à un moment donné. Voilà. Alors, justement, vous revenez d'Afrique. Oui, totalement. Ça a été récompensé. Ça a été, je dirais que... Il y a deux choses qui m'ont touché, vraiment. Il y a deux choses qui m'ont touché. Je remercie toutes ces personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du déplacement. C'est que je n'avais pas vraiment conscience que toutes les catégories socio-professionnelles étaient impactées positivement par ma démarche de sincérité vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis aussi du fait de retrouver notre paradigme de réflexion. Moi, quand j'ai voyagé, j'ai vu vraiment, vous savez, au retour dans l'avion, on m'a mis en première classe. Alors, vous voyez, parce que les gens qui est le personnel d'avion a dit, mais non, on va vous déclasser, surclasser, de manière à faire en sorte que, parce qu'on sait pourquoi vous êtes venus, certains, alors je tiens quand même à dire aussi que certains personnels de l'avion ont assisté à ma conférence à l'hôtel, puisque c'était un grand hôtel, et c'est vrai que dans ce grand hôtel, je n'avais pas pris conscience que comme les personnels
de bord aussi séjournant dans l'hôtel, on leur a proposé d'assister à ma présentation et ils sont venus. Donc, qui fait qu'il y avait, je dirais, un état de conscience supérieur des choses au moment du retour. Et ça, c'était positif. Mais je dirais que aussi bien les douaniers, les militaires, les policiers, les pilotes d'avion, les responsables de société, les ambassadeurs, les chargés d'affaires culturelles, et tout le monde, je dirais, durant tout le déplacement, les gens m'ont dit beaucoup de choses qui venaient du cœur. Beaucoup d'encouragement, mais surtout comment vis-à-vis de leur enfant, le discours leur avait permis de remettre la balle au centre dans les relations avec les enfants, de revenir sur les fondamentaux, d'essayer de donner une consistance en termes de conscience culturelle et autres aux jeunes générations. Et ça, c'était quelque chose d'important. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ces Pan-African Awards, c'était une cérémonie vraiment grandiose. C'était grandiose de voir aussi des grands historiens que j'ai côtoyés quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé. Bon, on a tous pris un peu de cheveux blancs, c'est vrai, mais toujours est-il que c'était extrêmement touchant. Et il faut vraiment beaucoup d'humilité pour cela. Le fait d'aller recevoir un prix devant tous ses pairs. Parce que c'est vraiment quelque chose de touchant. Parce que moi, je leur ai toujours dit, je prends ça très au sérieux. Et c'est là qu'ils ont vu, après toutes ces années, que vraiment c'était sérieux. C'était une démarche de sincérité. On ne fait pas de l'histoire contre les gens. On fait de l'histoire parce qu'il faut qu'on ait notre colonne vertébrale. Il faut qu'on ait nos humanités classiques africaines à partager avec le reste du monde. On n'a pas à être le perroquet des autres, à considérer que la Bible, c'est notre livre sacré, ou que le Coran, c'est notre livre sacré, ou que je ne sais pas quoi. On a nos textes sacrés. C'est nous qui avons inventé l'écriture. On a enseigné à tous ces gens les textes sacrés. On a les originaux, ils ont des copies. On peut le démontrer. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on retrouve la clé de notre mémoire, de notre bibliothèque historiographique, de manière à faire en sorte que quand nous sommes debout, on est debout avec notre colonne vertébrale africaine, en pleine conscience. Vous voyez, et ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important que je dirais une chose, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des grands patrons d'entreprises asiatiques, de Taïwan, mais vraiment des grands patrons, c'est-à-dire le summum, puisque c'était dans le cadre d'un salon professionnel qui était réservé d'ailleurs qu'aux professionnels, pas au grand public. Et je n'oublierai jamais ce que ces gens m'ont dit. Ils m'ont dit que lorsque un jeune plein de potentiel, d'ascendance africaine, va étudier à travers le monde, il devient un buvard. C'est-à-dire s'il étudie à Harvard, il devient un buvard d'Harvard. S'il a étudié à la Sorbonne, il devient un buvard de la Sorbonne. Or, nous, en tant qu'Asiatiques, on va étudier donc une thématique en Occident, mais on sait qu'il y a 50% de technique et 50% de culture. Mais quand on revient chez nous, les 50% de culture deviennent notre culture ancestrale. Donc c'est le sens où on colonise l'information pour faire en sorte que cette information puisse intégrer la dynamique énergétique culturelle et à partir de là, elle va avoir du sens dans la mesure où elle est acclimatée aux paramètres culturels. Nous, on a tendance à quitter Harvard, mais avant de partir à Harvard, on va acheter toutes les chemises d'Harvard avec l'étiquette d'Harvard. Si on a fait Yale, on va acheter toutes les chemises de Yale avec l'étiquette de Yale. On ne va pas faire un rendez-vous d'affaires avec une chemise africaine. On voudra porter, si c'est avec des Italiens... Mais les gens m'ont dit ça. Vous faites une réunion de travail avec des Italiens, vous voulez porter la chemise italienne que les Italiens portent. Alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut affirmer son identité, non ? Ah ben voilà. C'est pour cette raison que le Mali a été un pays qui s'est toujours illustré par le fait que les chefs d'État, dans les grandes messes internationales, ont toujours eu l'habit traditionnel malien. Voilà. Et donc c'est de ça dont il s'agit, c'est de se dire, oui, je fais un rendez-vous d'affaires, mais au moins, je fais tradition et modernité dans ma culture. Et c'est de cela dont il s'agit. Donc, ça fait que on ne peut pas concevoir la relation avec l'autre par le traumatisme de ma relation avec ma culture. Parce que tout le monde noir, là, les histoires qu'on voit à la télévision, c'est ça. C'est-à-dire on veut vivre quelque chose, mais dans le traumatisme que l'autre a créé.
Pourquoi je ne peux pas aller travailler avec ma chemise africaine alors que la personne prend sa chemise avec toutes ses couleurs, met sa chemise arlequin, elle va bosser avec sa chemise arlequin, et moi je viens avec ma chemise africaine, je ne peux pas. Mais dans quel monde on vit? On n'est pas dans le nazisme vestimentaire, non? On parle de diversité. Non, mais attendez, il faut quand même être un peu sérieux. Les gens parlent de diversité, mais quand tu descends avec ton boubou, son bitabab. Alors, on parle de diversité ou on s'amuse? Parce que la dame, et c'est pour ça que, aussi à ce niveau-là, je discute beaucoup avec les tailleurs, avec tout. Donc, de manière à faire en sorte que les habits, mais aujourd'hui, avec les défilés de mode, des créateurs, on a des tenues qui fracassent. Et donc, la conscience fait que maintenant, les femmes veulent aller travailler avec leur tenue africaine, veulent avoir ça. On ne peut pas vivre dans le monde, dans le traumatisme de l'autre. C'est pas notre traumatisme. Et ça, il faut apprendre à lutter contre ça déjà à son niveau, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est parce qu'on sera parvenu à nous respecter qu'on sera respecté. Et ça, il faut bien le comprendre. Très clairement. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du jeudi Anthropologie, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines, qui est en compagnie d'Abena. Donc après notre petit débrief info, justement sur l'actualité, là on va en venir au cours du jour, professeur Omotunde. Oui, voilà. Alors je voulais simplement remercier ce monsieur qui, en regardant l'émission sur la Sedia Gestoria au Vatican, m'a dit, mais vous savez, monsieur, j'ai assisté à cette cérémonie en Afrique, dans ma tradition au Cameroun, donc la tradition du Mbok, il n'y a pas si longtemps. Donc, je voudrais justement remontrer donc ce document, et on terminera par les images que le monsieur m'a montrées. C'est très saisissant. Très bien. Vraiment. On part pour le premier document. L'Égypte antique au Vatican. La cérémonie pontificale appelée la Sedia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son couronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Sedia Gestatoria, 2 étendards géants, dits flabellum, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruche ou de paon, étaient portés par des prêtres, appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par 12 hommes, probablement des prêtres, et est porté par 2 flabellums de chaque côté, tout comme le pharaon Horeb-M 3000 ans avant lui. L'égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt admet le plagiat, en disant que lorsque le Saint-Père défilait place Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Sedia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards, portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens, ornés d'aériennes plumes d'autruche. La comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hebsed, soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine Sedia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Sed? En réalité, la tradition vaticane de la Sedia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Math. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de l'encens afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au Concile Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites Corpus Christi. Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique ?
il est accueilli en ce moment au niveau de sa loge d'honneur par ses confrères, les chefs supérieurs venus l'accompagner dans cette cérémonie. Donc des processions qui ont encore lieu aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est formidable. C'est de voir que ce passé survit à travers beaucoup de traditions confrériques et aussi de culture africaine. Et je dirais que de voir cela, vous savez, quand on est... c'est un peu voir une statue redevenir vivante. C'est un peu cela. C'est-à-dire se dire, voilà, ce qu'on avait bien pressenti, ce qu'on avait bien vu, c'est que la maman qui a donné naissance à cette tradition, elle est africaine. Aujourd'hui, les rapports de l'Europe avec l'Afrique sont des rapports hautains. Il n'y a pas d'humilité. On est très donneur de leçons. Et c'est vrai qu'après avoir fragilisé la conscience africaine, elle avait oublié qu'elle était porteuse du génie de l'humanité. Après, reste à faire la démonstration. Et c'est vrai que lorsque la démonstration elle est faite, ceux qui avaient l'habitude d'être dans un grand fauteuil se retrouvant sur un tabouret, je dirais, ça dérange quelque part. Mais il faut accepter que le grand fauteuil était africain et qu'il y avait la mauvaise foi et qu'il fallait rétablir un certain nombre de vérités. Et donc, c'est pour cette raison que, moi, je dirais, il faut arriver à laver les égos de l'humanité pour créer le monde de demain et faire en sorte que nous puissions, dans le cadre des universités à travers le monde, reconnaître que voilà, telle chose vient d'Afrique, telle chose vient d'Afrique, ça vient d'un... Donc tout vient d'Afrique, a priori. Bon. Il faut pouvoir le dire. Il faut qu'on arrête. L'humanité, on vous dit que oui, il y a le réchauffement climatique, il y a tout ce que vous voyez, mais la chose, c'est que l'humain se perd dans le matérialisme. L'humain se perd complètement. Nous sommes dans des affrontements totalement débiles, avec des gens qui créent des tensions et qui ne sont même pas sur le terrain, qui sont dans leur petit fauteuil à manipuler des manettes avec des drones. Bon, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut remettre la balle au centre. Et justement, pour remettre la balle au centre, la problématique dynamique, c'est aussi cette conscience de la spiritualité que nous devons retrouver par rapport à ce qu'on appelle la religion. J'ai amené un document qui concerne le Vatican, parce que le Vatican, c'est fondamentalement une copie de la tradition africaine. Et beaucoup de choses viennent d'Afrique ou sont inspirées des traditions initiatiques africaines au Vatican, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre une chose. Vous savez, quand vous voulez brancher un appareil, vous cherchez la prise. Donc, vous êtes obligé de revenir en Afrique parce que la prise, elle est africaine. Après, on va habiller les choses avec des petites couleurs pour masquer la prise et faire croire qu'elle est... La prise, elle est africaine. Et chaque fois que l'humanité veut faire quelque chose, que ce soit les mathématiques et autres, la prise, elle est africaine. Et c'est ça que nous devons arriver à comprendre. La prise est africaine. C'est-à-dire la réflexion humaine est basée sur une prise africaine. Ça veut dire quoi, une prise africaine ? L'énergie produite pour cette réflexion, c'est une énergie africaine. Parce qu'elle est née là. C'est l'Afrique qui a donné vraiment les lettres de noblesse à cela. Je voudrais prendre un exemple, justement, l'Égypte au Vatican. Si on peut regarder le deuxième document, et on aura comme ça le temps de le commenter. L'Égypte antique au Vatican. Le Vatican, vous connaissez ? Mais connaissez-vous la cour de la Pigna ? Oui, c'est juste ici, au bout des jardins menant vers les musées du Vatican. Derrière la cour de la Pigna, on découvre un musée de l'Égypte pharaonique. On y reviendra. Au centre de la cour de la Pigna trône une énorme pomme de pin faite en bronze et haute de 4 mètres. C'est le symbole païen, dit-on, de l'arbre de la connaissance initiatique. Dressée à l'origine près du temple d'Isis dans la Rome antique, cette pomme de pin est maintenant au Vatican depuis le XVIIe siècle. Elle se réfère à la tradition initiatique du culte égyptien d'Osiris, repris dans la Grèce antique sous le nom de Dionysos, puis dans la Rome antique sous le nom de Bacchus, qui tous deux portaient un bâton
surmonté d'une pomme de pin appelée thyrse. Le thyrse symbolise la glande pinéale, qui était activée lors des rituels gréco-romains. La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande de 8 mm en forme de pomme de pin située sous le cerveau et qui active les facultés extrasensorielles, voire métaphysiques, des individus en marche vers l'initiation. C'est en quelque sorte le troisième œil extra-lucide qui connecte l'initié à l'au-delà. Lorsque l'on contourne l'énorme pomme de pin, que trouve-t-on ? Oui, c'est bien un sarcophage pharaonique. Mais que fait-il là, caché derrière cette énorme pomme de pin ? Il symbolise l'idée de la fin de la vie terrestre et le voyage vers la vie spirituelle via l'ombre solaire du cône de pin se posant dans le sarcophage. Et les deux pans, placés de chaque côté de l'immense cône, ils vitalisent une symbolique égyptienne liée à la notion de roue solaire, d'immortalité, car leur queue évoque le ciel étoilé, soit l'espace divin. Là, ils ont carrément pris et déplacé au Vatican, là. C'est-à-dire que c'est puissant. Vous savez, il y a quelque chose dans les tours de magiciens, c'est que les gens oublient que ce sont quand même des tours de magiciens, d'accord ? Et que peut-être que le temps aussi est venu de devenir adulte et d'arrêter de croire au Père Noël. Parce que là, le moment de la grande réflexion est arrivé. Il faut fonder nos croyances, il faut fonder nos relations avec nous-mêmes. Parce que, comme dit la tradition africaine, le Fils de Dieu, Osiré, il dit « Si tu n'es pas parvenu à être en paix avec l'univers, si tu n'es pas parvenu à être en paix avec toi-même, tu ne seras jamais en paix avec ton prochain. » Et justement, on est nourri de pensées qui créent des affrontements en interne. Et dans les relations et la façon d'être, on ne fait que manifester ce désordre et ce chaos intérieur. Vous savez que, moi je tiens quand même à dire une chose, parce qu'il faut quand même témoigner. J'ai été voir des artistes, et les artistes peignent leur chaos intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas pour le pays. Mais c'est quand même étrange que lorsqu'on va voir le travail réalisé par les artistes, c'est tout ce qu'ils ne veulent pas qu'ils peignent, qu'ils écrivent. Pays la marée, pays la enchaîné, pays la... Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que quand il y a le feu, tu cherches de l'eau. Non ? Tu ne cherches pas plus de feu pour mettre sur normalement. Tu cherches de l'eau. L'artiste ne joue pas le rôle de l'eau face au feu. Il rajoute du feu. Et il veut partager ce feu qui irradie l'individu intérieur. Ici, ce n'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes à 50% impactés par le feu à cause de la Basse-Terre, qui est une terre volcanique. Si vous jouez avec le feu intérieur, vous n'arriverez pas à le contrôler. Si vous mettez de l'huile sur le feu, à travers des formes d'art, vous n'arriverez pas à contrôler votre feu intérieur. Et ce feu intérieur, quand il va vous irradier, vous allez peindre que le feu. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il se passe qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, Béna, les énergies. Ce sont des choses à manipuler avec beaucoup de précautions. Pour cela, je pense que non seulement par rapport aux énergies, mais par rapport à notre actualité, par rapport aussi à notre ancestralité, nous devons solliciter l'intelligence de nos enfants et de nos jeunes. Et c'est ce que nous oublions de faire. C'est vraiment là que nous, autres adultes, nous devons aller chercher la vérité chez nos enfants et nos jeunes, parce qu'ils sont reliés directement avec justement cette intelligence ancestrale. Totalement. Donc on devrait plutôt prendre exemple sur les enfants. C'est-à-dire leur transmettre ces éléments-là de conscience. Parce que, moi je prends un exemple, en restant quand même dans le cadre de ce qu'on peut se dire. Moi, j'ai eu très mal. J'ai attrapé un coup, j'ai eu très mal. Et ce coup, c'était comme un feu. Et le simple fait qu'on ait eu l'opportunité de traiter ce feu, 2 minutes après, pratiquement 5 minutes après, j'étais en train de danser. J'étais en train de danser. J'ai dit, bon, mettez un coupé décalé, allez, on y va. Alors que je boitais. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que la tradition africaine, elle est puissante. Vraiment puissante. Elle a une relation avec les choses qui n'est pas la relation occidentale. Lorsque nous allons accepter d'être africains, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées en 2 minutes. Vous savez, aujourd'hui, les gens viennent me voir et me disent, vous savez, monsieur Motunde, j'ai mis en pratique un certain nombre de choses que vous avez dites. J'ai vu le changement instantanément dans ma vie.
Les gens peuvent témoigner. Ils vous disent, j'ai vu le changement instantanément dans ma vie. Il y a eu un avant vous, un après vous. Et c'est quand même une sacrée responsabilité que de dire aux gens, mais vous avez la possibilité de changer votre vie. Le Fils de Dieu, ou Siré, avec la fille de Dieu, Aseta en Afrique, a dit à l'homme, quand Dieu a créé l'homme en Afrique, je ne suis pas venu faire les miracles à votre place. Vous êtes les enfants de lumière, les enfants du Père, les enfants du Créateur. Donc, vous pouvez accomplir vous-même les mêmes miracles qu'il accomplit, sauf qu'il y a des lois. Moi, je suis juste venu vous enseigner les lois. Et vous allez voir que vous allez pouvoir accomplir les miracles dans votre vie. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le changement d'état. Le changement d'état, c'est comme aller à l'interrupteur, ça me plaît, j'allume la lumière, ça ne me plaît pas, j'éteins la lumière. Il y a beaucoup de gens qui vivent des vies avec des choses qui ne leur plaisent pas, mais ils ne savent pas qu'il y a un interrupteur qui éteint ça. Alors, ça devient des traumatismes, ça devient des chocs émotionnels, on va voir le psy. Mais le psy ne te dit pas qu'il y a un interrupteur, si tu veux arrêter ça, tu l'arrêtes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre ce que l'Occident a apporté, puisque beaucoup de choses émanent de nous. Mais la façon de faire, elle est beaucoup plus profonde dans la tradition africaine, parce que le fondamental est mis sur la notion d'échange énergétique. D'accord ? C'est l'échange énergétique, parce que tout est énergie, il y a des échanges énergétiques, et il faut mieux contrôler ces énergies, de manière à faire en sorte que nous puissions, je dirais, dans nos réalités personnelles, vivre dans des conditions existentielles de bonheur qu'on sait maîtriser. Alors, pourquoi l'affaire de la glande pinéale, c'est important ? La glande pinéale, c'est important parce que la mélanine, elle active cette glande pinéale. Et que beaucoup de choses dans l'alimentation visent tout simplement à quadriller cette glande pinéale africaine, de manière à faire en sorte qu'elle ne soit plus aussi poussée qu'avant. Bon. Mais c'est une glande pinéale qui a fait des choses extraordinaires. Je vais vous raconter la plus belle chose que la glande pinéale elle a faite. Un jour, il y avait des gens en Afrique qui étaient réunis. Et il y a un gars qui a dit « J'aurais aimé qu'on bâtisse un monument en forme de triangle, mais en volume, avec 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes, et que ça soit un truc qui fasse au moins près de 150 mètres à 200 mètres de largeur, avec des fondations qu'il va falloir faire, puisque pour supporter un tel poids, une telle masse, il va falloir consolider les fondations du sous-sol. Mais je pense qu'on pourrait y arriver. Il n'y a pas une seule personne pour lui dire autour de cette table africaine, mais tu divagues ou quoi ? Les gens lui ont simplement dit, et comment tu vois ce projet de construction ? Comment tu le séquences par étapes ? Et là, il a commencé à expliquer, bon, moi je vois, d'abord, il faut des tailleurs de pierre, il faut des systèmes de mécanique des masses, il faut un certain nombre de choses, et on y arrivera. Et ils ont pris du temps, et ils sont arrivés à aboutir, après avoir fait plusieurs essais, à la pyramide parfaite, donc la fameuse pyramide de Khufu, qu'on appelle pyramide de Khéops aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Moi, je donne des cours de marketing, vous avez des jeunes devant moi qui me disent « Monsieur, vous êtes la seule personne qui m'encourageait dans ce que je fais. Même ma famille est contre moi. Parce qu'on me dit, tu ferais mieux d'aller à la poste, tu ferais mieux. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons cessé d'être africains par le fait de limiter notre potentialité à des choses extrêmement basiques, alors qu'avant, nous cherchions à laisser une trace positive dans l'histoire de l'humanité pour que les individus servent de modèle aux jeunes générations. Lorsqu'on parle d'Imhotep, lorsqu'on parle de Ramsès, mais on voit les choses qu'ils ont accomplies, à la reine Hatshepsut, tous ces gens, c'est impressionnant. Et combien de documentaires sont à travers le monde qui parlent de ces gens ? Parce que cette pensée africaine avec cette glande pinéale de l'époque, elle ne connaissait pas la limite. Elle était sans limite. Elle posait les problématiques selon des séquences de méthodologie et elle aboutissait à un résultat parfait. J'aimerais que nous redevenions des Africains pour cela, parce que l'humanité a besoin d'humains comme ça. C'est-à-dire des gens qui font la chose dans l'esprit positif, pas dans la cupidité, pas pour spécialement tirer profit, mais pour grandir cette humanité, parce que la pyramide a fait voir que c'est une forme énergétique qui régénère, qui fait grandir l'homme dans ses énergies, qui connecte l'homme aux énergies de l'univers. Et lorsque vous êtes dans la pyramide, moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, mais je n'oublierai jamais cette expérience, où vous êtes au milieu, au cœur de la pyramide,
vous connectez à cette énergie, à toute l'énergie, et vous recevez quelque chose de tellement fort que vous êtes KO pour tout le reste de la journée. Et là, vous dites, mais cette chose fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Ah ben c'est ça. Il faut vraiment avoir ce souci de créer, recréer cela. Et cela n'a pas été atteint par la colonisation, ça n'a pas été atteint par l'esclavage. Parce que vous savez pourquoi? C'est l'essence même de ce que c'est que être humain. Nous sommes des êtres humains africains. Voilà, c'est tout. C'est gentil. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, on sent qu'il y avait la passion quand même. Oui, parce que c'est important. On est en train de le faire dessus, ça. On standardise les humains. Trop. Les programmes scolaires sont standardisés. On ne cultive pas des enfants. On veut des intelligences originales. On veut des relations avec... L'humain doit avoir une relation saine déjà avec lui-même. Si en entrant dans lui-même, il ne voit pas l'immensité, beaucoup d'enfants ne voient plus l'immensité de ce qu'il y a en eux. Donc ça crée des conflits, ça crée des gamins qui vont voir les psys, ça crée un certain nombre de choses. Donc il faut aussi changer ça. Hein, c'est important. Merci beaucoup, professeur. Et avant de se quitter, puisque effectivement on m'a balancé l'information, il y a des collègues à nous, dont le collègue de MyTV, que vous avez vu qui est avec moi justement quand les policiers nous avaient balancé de la lacrymo en pleine tête. Ils ont été malmenés, justement, les journalistes ont été malmenés par les gendarmes du côté de Chauvel. C'est sur le live de MyTV, vous en verrez une partie. Visiblement, il aurait peut-être été embarqué, je ne sais pas, là j'ai pas de confirmation, mais en tout cas nos collègues journalistes ont été malmenés par les gendarmes au niveau de Chauvel. Visiblement ils ne voulaient pas qu'ils continuent à filmer et de là c'est parti un petit peu en vrille. On vous donnera plus de nouvelles en tout cas demain. Voilà, chers téléspectateurs, le jeudi anthropologie c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine avec notre expert des humanités classiques africaines. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Moi je vous fais des bisous et comme dit le professeur, il faut rester positif.